Salut tout le monde, c'est Guimauve et aujourd'hui on se retrouve pour le point lecture du Code Winter Challenge. Alors pour ma part j'ai validé les 4 menus, je vous les remettrai en barre d'infos si vous voulez un peu plus d'informations par rapport à ça, sachant qu'il y en avait un qui était en rapport avec Noël, un second en rapport avec l'univers fantastique, fantasy, ce genre de choses, un troisième qui était en rapport plus avec le nature writing, avec le fait de se balader voilà, dans des grandes plaines enneigées, et enfin le dernier qui était clairement en rapport avec le thriller, avec le policier, des choses un peu sanglantes. Dans la première catégorie, la magie de Noël, j'ai validé 2 lectures, la première étant Le Grand Méchant Renard. C'est une histoire que j'ai absolument adorée, je vous l'ai même présentée dans mon top de mes meilleures lectures de 2017, et dans cette histoire on va retrouver un renard qui essaye d'être un grand méchant prédateur et il est pas très doué, hein, il faut qu'on se le dise, mais il essaye à tel point qu'il va même se résoudre à voler des œufs afin de devenir un peu, comment dire, leur maman, et il va essayer de les élever pour qu'ils s'engraissent un petit peu et pour pouvoir mieux les dévorer par la suite. Et autant vous dire que ça se passe pas forcément comme il l'imaginait et c'est absolument génial parce que, je pense pas vous spoiler énormément, mais on va dire que les poussins vont développer des comportements qui ne sont pas forcément ceux de poussins et on va voir comment ce renard va en quelque sorte devenir pour eux leur maman et je trouve ça absolument adorable. En plus de ça, c'est vrai que le style de dessin, je le trouve très chouette, je trouve qu'il s'adapte vraiment aux actions et qui sert très bien, enfin les dessins servent très bien du coup l'histoire, mais c'est vraiment l'intrigue et l'humour qui sont au centre de cette histoire. Donc il n'y a pas besoin forcément de s'attarder sur l'illustration en soi, parce que vraiment c'est le très gros point fort de cette BD en fait. J'ai vraiment adoré. En plus de ça, chaque personnage possède des caractéristiques assez spécifiques qui permettent de déclencher certaines situations comiques et franchement c'est hyper tordant et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette BD, c'est que ça mêle à la fois l'humour, le côté attendrissant et mignon et franchement ça en fait presque une BD incontournable à mes yeux et voilà, j'ai vraiment adoré. En plus de ça, pourquoi je l'ai classé dans la magie de Noël, c'est parce qu'il y a une seconde histoire qui s'appelle De souvenirs, il faut sauver Noël, où encore une fois, c'est hyper drôle parce qu'on se retrouve avec des personnages rocambolesques au possible. En l'occurrence, il y a toujours ce lapin et ce canard qui font des choses absolument irréfléchis presque. Enfin franchement, ils sont sans filtre en fait ces deux personnages et c'est pour ça que je les adore. Ça me ferait presque penser, j'ai envie de pousser la comparaison un petit peu loin, mais à du Caradoc et Perceval dans Kaamelott. Voilà, je pense que c'est le genre de référence qui risque de parler à pas mal de personnes, mais si vous aimez ça, honnêtement, foncez, je pense que ça peut vraiment plaire à beaucoup de personnes. En plus de ça, même si vous n'êtes pas forcément très roman illustré, BD, manga, ce genre de choses, à mon avis ça peut être une bonne chose pour vous de commencer par ça, parce que c'est certes quelque chose d'illustré où évidemment l'image a son importance, mais ici il y a quand même pas mal de textes et vraiment les thématiques abordées sont géniales. Moi je trouve que à quelque part on retrouve un peu la thématique de l'adoption, des familles recomposées entre guillemets. Je trouve ça vraiment super et tous ces personnages qui ont des petites particularités qui sont un petit peu, comme je vous ai dit, rocambolesques, et ben ils ont quelque chose d'hyper attachant parce que forcément on s'y attache. C'est voilà, comme je vous ai dit, c'est comme Perceval et Caradoc, ils font des choses tellement dans leur bulle que ben forcément on les trouve absolument touchants. Donc vraiment j'ai adoré. Toujours dans cette catégorie, j'ai lu Ceci n'est pas qu'une comédie romantique et là, roulement de tambour, j'ai absolument adoré. Alors certes c'est une romance, mais alors figurez-vous que c'est une romance qui a extrêmement bien fonctionné sur moi. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé le format dans le sens où c'est assez court, donc du coup c'est vrai que ça va à l'essentiel, et en plus de ça, j'ai adoré les personnages qui étaient frais, qui étaient intelligemment construits, qui n'étaient pas cliché, ou quand c'était cliché, c'était justement souligné pour rebondir là-dessus. On sent vraiment que l'autrice adore les romances et qu'elle les maîtrise, et que du coup elle arrive à pallier en fait à certaines faiblesses qu'on peut retrouver dans certaines romances. Alors évidemment, je suis pas une spécialiste des romances, donc je vais pas commencer à vous énumérer un petit peu tout ce qu'on peut retrouver, parce que ce serait vraiment, je pense, cliché en fait. Je tomberais directement sur les clichés et pas forcément sur toute la diversité des qualités qu'on peut retrouver dans une romance. Mais honnêtement,
J'ai absolument adoré. Pour vous placer un petit peu dans le contexte, on suit Bébé qui est célibataire, qui sort d'une relation amoureuse qui s'est pas super bien terminée et il se trouve que sa meilleure amie va la bassiner un max pour qu'elle aille les rejoindre pour les fêtes de Noël dans un chalet dans les montagnes. Évidemment Bébé au début est pas trop pour, puis au final elle accepte parce que c'est quand même sa meilleure amie qui lui a proposé et qu'elle veut se changer les idées. Et là elle va tomber sur un jeune homme absolument charmant et voilà, débute la romance comme ça. C'est absolument génial parce que même pour une nana comme moi qui est pas hyper branchée romance, il y avait énormément de références de cet univers-là et j'ai trouvé ça excellent. Vraiment, je trouve que c'est une plus-value, ça montre à quel point l'autrice gère les codes qu'elle utilise et forcément Bébé ça fait penser à Dirty Dancing qui d'ailleurs a été très récemment une découverte pour moi. Alors certes j'avais vu il y a très longtemps Dirty Dancing le film, mais là il y a pas très longtemps, je pense pour les fêtes de Noël dans ces eaux-là, il y a une série qui a été faite sur Dirty Dancing en 3 épisodes et croyez-moi ou non, je me suis mangé les 3 épisodes d'affilée. Voilà, alors pourtant je regarde pas souvent la télé pour dire quasiment jamais, mais alors là j'étais devant et puis je me disais ah ouais c'est pas mal et je regardais et en plus de ça je sais que je suis en train un petit peu de digresser, mais cette série pourquoi elle est géniale, c'est parce que déjà de une le personnage principal Bébé ne rentre pas dans les codes qu'on voit habituellement au niveau du physique. Elle est magnifique, mais elle est magnifique à sa façon, vous voyez, c'est pas un stick, voilà, elle est pas toute fine, avec des super formes généreuses et tout, elle est magnifique, avec des rondeurs, et ça j'ai trouvé génial, qu'enfin dans une série on ait un personnage principal comme ça. Alors forcément, c'est du Dirty Dancing, c'est de la romance, etc., mais j'ai adoré. Alors en plus de ça, il y a de la danse, alors je suis pas non plus une très grande fan de Danse avec les stars, c'est pas que je suis fan, j'adore regarder, mais alors j'ai aucune constance, c'est-à-dire je peux regarder une danse puis après je suis jamais, mais je trouve que c'est vraiment une plus-value. En plus je crois qu'il y a la chanteuse Nicole je sais pas comment on dit son nom de famille. Pause, je vais regarder ça tout de suite. Donc c'est Nicole Scherzinger, donc c'est celle qui avait gagné il me semble une fois aux États-Unis Danse avec les stars. Je suis pas sûre, donc c'est pour vous dire à quel point je suis pas du tout à jour à ce niveau-là, mais en tout cas pour en revenir au roman, c'est absolument un chocolat chaud que vous dégustez quand il fait froid dehors, c'est vraiment le roman doudou, feel good, pour que moi j'ai aimé une romance, c'est vraiment que c'était bon, vraiment. Alors c'est peut-être aussi parce que j'étais dans une période où j'avais envie de lire ça, hein, tout simplement, mais ça se dévore, c'est absolument génial, c'est addictif, quand on est dedans on a envie de savoir la suite, et voilà, c'est pas cliché du tout, ou lorsque ça l'est, on sent tout de suite que l'autrice, elle vous place un truc, puis du coup, elle va tout de suite rebondir et vous donner autre chose, et c'est vraiment génial. Je vous le conseille à 100%, même pour ceux qui n'aiment pas les romances, du coup, je pense que vous risquez de trouver votre compte. On passe maintenant à la seconde catégorie qui est Flocon magique et qui consiste à lire de la fantasy. Alors pour le coup, j'ai fait pas mal de lectures fantasy ces derniers temps, en l'occurrence sur des BD et des mangas, mais je suis vraiment restée sur la sélection initiale que je m'étais planifiée pour ça, pour pouvoir vous en parler, et le premier livre que j'aimerais vous présenter, c'est Le Petit Loup Rouge. C'est une BD magnifique avec des planches à tomber, voilà, c'est de l'Amélie Fléchée, donc forcément c'est très travaillé, c'est très propre, c'est coloré, vraiment c'est sublime. Au niveau des illustrations, honnêtement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et au niveau de l'histoire, je pense que vous l'aurez compris au titre, en fait, c'est une réécriture du conte du Petit Chaperon Rouge. Et vraiment, je trouve ça génial d'avoir pensé à se placer du côté des loups. Parce qu'au final, voilà, forcément, les loups n'ont pas les mêmes attentes, les mêmes besoins, le même parcours. Et honnêtement, ça va pas forcément dans la facilité, dans le sens où elle a pas juste transposé le conte du Petit Chaperon Rouge avec juste à la place du Petit Chaperon Rouge un loup, il y a quand même une sorte d'approfondissement, on peut dire ça comme ça, à la fin, qui donne vraiment une plus-value à cette histoire, et honnêtement, je vous le conseille très chaudement. Alors, il y a, comment dire, comme tous les contes au final, c'est pas toujours aimable, c'est parfois même un petit peu sombre, un petit peu sanglant. Alors, évidemment, il n'y a pas de sang au sens figuratif, c'est toujours relativement abstrait, mais vraiment, si vous avez envie de trouver un conte, une réécriture de conte qui ne va pas dans la facilité, qui n'est pas forcément toujours
aimable. Vraiment, je vous conseille cette BD à 100%. Le deuxième livre que j'ai lu dans cette catégorie, c'est Aeternia de Gabriel Katz. C'est une lecture que j'ai adorée, comme à peu près toutes les lectures que j'ai effectuées pour le Cold Winter Challenge. Et si vous voulez, on suit Leth Marek, qui est du coup un ancien gladiateur, enfin tout fraîchement ancien gladiateur, et qui va vouloir, comment dire, changer de ville pour pouvoir élever ses 2 garçons. Donc il va se passer énormément de choses sur son chemin, des choses que je peux pas forcément vous raconter parce que ça vous spoilerait et du coup c'est pas super intéressant, mais ce que j'ai beaucoup aimé de manière générale pour pas rentrer dans l'histoire en elle-même, c'est que il y a quand même un très beau travail sur la construction, la psychologie des personnages, dans le sens où, si vous voulez, on suit souvent les personnages du point de vue de Leth Marek, qui est quand même un adulte, un quinquagénaire, et du coup il a quand même une vision assez spécifique des choses, ça n'a rien de puéril, et du coup, par exemple, pour un personnage comme Desmond, que j'ai absolument adoré, je pense que c'est mon personnage préféré du roman, qui peut paraître au premier abord un petit peu superficiel, et ben on se rend compte très vite qu'il a beaucoup plus de profondeur que ça, et à travers les yeux de Leth Marek, on découvre énormément de choses sur sa personnalité, sur son comportement, sur des choses que peut-être en apparence il ne fournirait pas aux autres en fait, Death. C'est juste un exemple, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué et c'est pareil pour quasiment tout dans cette histoire. Il y a vraiment une maturité dans ce qui se passe en fait. Et ça vraiment c'est un très bon premier point. En plus de ça, il faut se le dire, c'est un page-turner à Aeternia. C'est relativement des chapitres courts, donc forcément ça insuffle un certain rythme parce qu'on a toujours envie de se dire allez encore un chapitre, et vraiment moi ça m'avait fait à peu près le même effet avec l'épreuve de James Dashner, c'est vraiment addictif et ça, ça fait du bien, même si pour le coup moi j'ai vraiment pris mon temps pour effectuer cette lecture parce que j'aimais vraiment beaucoup l'univers. Vraiment je trouve que c'est un bon roman. Alors je sais pas si c'est du young adulte ou pas, dans un sens je pense que oui, parce que de manière générale ça va à l'essentiel, ça va pas vraiment développer énormément l'univers, même si c'est présent, vraiment ça va... ça se concentre sur l'intrigue, sur l'action, et c'est une très bonne chose aussi, et vraiment j'ai adoré. Les thématiques abordées sont également hyper intéressantes, on va parler forcément guerre de religion, mais c'est quelque chose qui à la base m'avait un petit peu freiné parce que je me suis dit que ce serait peut-être un peu compliqué, que ça allait être trop focalisé là-dessus, mais au contraire c'est pas du tout le cas, et c'est vrai qu'après coup je me dis j'aurais jamais dû retarder autant l'échéance alors qu'au final c'est hyper accessible. Si vous voulez, vu qu'on est à l'intérieur de ce qui se passe, on n'a pas un point de vue hyper extérieur en quelque sorte, on est vraiment Leth Marek, on suit son histoire et finalement on s'en rend compte qu'en prenant du recul que c'est une guerre de religion, si vous voulez. C'est pas... il n'y a pas comment dire, d'explication stratégique, ce genre de choses, c'est pas hyper poussé, donc du coup c'est hyper accessible et pourtant c'est très présent et on s'en rend compte. Je sais que ça peut paraître un peu brouillon, mais c'est un petit peu mon ressenti comme ça, à chaud, entre guillemets, et c'est vrai que, comme je vous ai dit, les personnages en général sont hyper attachants parce qu'ils sont hyper bien travaillés, mais en même temps on se rend compte à quel point, que ce soit dans le culte de la grande déesse ou dans le culte d'Oshin, les prêtres, les représentants religieux n'ont pas forcément toujours le bon rôle et n'ont pas forcément toujours bon fond. Et je trouve ça hyper intéressant en fait, de poser cette... comment dire, cette... dichotomie entre guillemets, même si c'est jamais tout blanc ou tout noir, parce qu'il y a forcément un personnage parmi les prêtres de la grande déesse qui est un petit peu entre les deux, il sait pas vraiment, enfin, s'il sait pourquoi il est là, mais au fur et à mesure il se rend compte que tout ne se passe pas forcément comme il l'imaginait, et c'est top. Voilà, vraiment, si vous cherchez un bon roman de fantasy hyper addictif et qui en plus se termine en 2 tomes, donc voilà, moi j'ai pas encore lu le second tome, j'attends un petit peu, et ben vraiment, foncez sur Aeternia, c'est juste excellent. Et voilà, petite note, parce que c'est vrai que je m'en rends compte en le disant que j'ai peut-être pas assez appuyé là-dessus, mais c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est vraiment hyper bien mené. Il y a des personnages qui se révèlent au fil de l'histoire, qui peuvent paraître au début assez, comment dire, hermétiques entre guillemets, et qui le sont beaucoup moins par la suite. Donc vraiment,
ça a rien de manichéen en fait si vous voulez. Donc ça c'est vraiment très cool et forcément il y a des personnages qui vont faire certaines erreurs, d'autres qui vont essayer de les résoudre, mais de manière générale ça a quelque chose d'hyper humain et c'est pour ça que c'est aussi bon. On passe maintenant à la troisième catégorie qui est Marcher dans la neige et le premier livre que j'ai lu c'est Fox Garden. Alors ce livre c'est juste une petite pépite. Alors pourquoi je l'ai classé dans cette catégorie, c'est tout simplement parce que certes cette histoire est très courte mais on ne voit que de la neige et on va suivre le parcours d'une renarde. En fait on va l'apprendre par la suite et pourquoi j'avais envie beaucoup de vous en parler même si en fin de compte, au niveau du scénario, il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est très court, mais c'est au niveau visuel. C'est un boulot de malade que cette illustratrice a réalisé. Tout est dessiné et ensuite, mis en 3D. Je sais pas comment vous expliquer, c'est-à-dire, elle a fait des dessins, puis elle s'est amusée à faire plusieurs profondeurs en les dressant comme ça et en faisant après des photographies qui constituent en fait une illustration. C'est juste... waouh! Enfin moi je suis hyper impressionnée par ce genre de travail. De toute façon à la fin de justement de cette petite BD, il y a un petit peu les techniques qu'elle a utilisées. On voit en fait comment elle fait en fait pour dresser ses paysages en incorporant aussi des lumières spécifiques à certains endroits. Waouh! Juste pour le plaisir des yeux, cette histoire vaut le détour et en plus de ça, c'est un très gros travail. Je peux que vous le conseiller et forcément l'histoire, même si elle est très courte, elle est toute mignonne, toute douce et lire ça en hiver quand il y a de la neige dehors, qu'il fait tout froid à l'extérieur et que vous êtes bien au chaud à l'intérieur, c'est un bonheur. Deuxième livre que j'ai lu dans cette catégorie, c'est Le Prince de l'hiver. Alors cette BD est une très vieille BD, parce que pour le coup je l'ai trouvée d'occasion, il y a encore le prix en francs, donc c'est pour vous dire, je pense que ça devait être dans les années 90, dans ces eaux-là qu'elle est sortie. Mais alors, pour le coup, j'ai adoré ma lecture, encore une fois, mais autant les illustrations ont quelque chose de très artistique à quelque part. Sur certaines planches, on voit qu'il y a un travail des matières, enfin c'est vraiment hyper intéressant. Autant le texte est vraiment hyper beau, extrêmement bien rédigé, c'est magnifique. Le texte dégouline de poésie et de beauté qui se retranscrit dans les illustrations. Franchement, c'est une BD qui vaut vraiment le détour. En fait, si vous voulez, on va suivre plus ou moins un village, un jeune homme dans une sorte de quête pour faire disparaître l'hiver. C'est-à-dire qu'au début de l'histoire, ils n'ont jamais connu l'hiver depuis des millénaires. Voilà, c'est juste une sorte de mythe que les vieilles personnes se transmettent de génération en génération et qu'on raconte comme une sorte de légende. Puis un jour, presque du jour au lendemain, voilà, de manière absolument subite, l'hiver arrive et la neige également. Et forcément, les gens qui ne sont pas préparés à ça se trouvent submergés par cette neige, ils ne peuvent plus se déplacer, ils ne peuvent plus récolter leur nourriture et tout ça. Et en fait, ce jeune homme va aller trouver le prince de l'hiver pour essayer de lui demander de faire disparaître l'hiver pour qu'il puisse se préparer. Et je vous passe la fin de cette histoire, mais c'est hyper beau parce qu'à quelque part il va y avoir une sorte de petit voyage dans le temps à la fin, mais vraiment à la toute fin, où on va se rendre compte que certaines choses ont évolué d'une certaine manière et que tout devient à quelque part une légende avec le temps. C'était juste sublime. Je pense pas que ce soit encore édité, mais si vous avez l'occasion un jour de tomber sur cette BD en occasion, tentez-le, parce que vraiment c'est de toute beauté, c'est sublime. On passe enfin à la dernière catégorie qui est Stalactite ensanglantée, et le livre que j'ai lu pour cette catégorie, qui n'est pas celui que je pensais lire, parce qu'à la base j'avais prévu Nosferatu de Joe Hill, que je suis encore en train de lire. Je prends beaucoup de temps à avancer dans cette lecture, pourtant je l'adore, hein. Vraiment c'est très bon. C'est très gore, parfois, effrayant, vraiment, il a des descriptions qui sont tellement visuelles et angoissantes qu'effectivement, si vous cherchez quelque chose pour flipper, mais vraiment flipper avec toujours cet aspect fantastique, et c'est ça que j'adore chez Joe Hill,
Vraiment, foncez sur Nosferatu, je l'ai pas encore fini, hein, j'en suis peut-être à une trentaine de pourcents, mais pour l'instant c'est vraiment très bon. Mais c'est pas ça dont j'ai envie de vous parler, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est d'un autre livre de cet auteur, un comics en fait, qui s'appelle Lock and Key. Alors je vous en ai déjà peut-être parlé sur la chaîne, mais il se trouve que les 5 premiers tomes, oui c'est bien 5 ou 6, bref, les tout premiers tomes je les avais lus il y a... très longtemps, 3, 4, voire même 5 ans, je sais même plus, ça remonte à vraiment très longtemps. Et là, tout récemment, je me suis procuré du coup le dernier tome, je l'ai acheté, et voilà, cette fin quoi. Encore une fois, c'était gore, c'était sanglant, c'était fantastique, c'était hyper immersif avec un univers... très visuel. Je trouve que l'illustrateur, donc c'est Rodriguez, je crois pas me tromper, je vous mettrai tout en barre d'infos de toute manière, a vraiment une patte qui correspond tellement bien à l'univers de Joe Hill. Voilà, si vous aimez l'horreur, mais qui se mêle vraiment avec une bonne part de fantastique, Lock and Key, je pense qu'on ne le présente plus, c'est vraiment à lire. En plus de ça... voilà, on s'attache au personnage, même dans des conditions aussi horribles que celles qu'on peut voir dans le livre, on s'attache au personnage, et puis cette fin, elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Honnêtement, à des moments, je me suis dit, c'est pas possible. Non, l'auteur ne peut pas me faire ça à moi, il peut pas me faire mourir ce personnage. Et puis après, il se passe d'autres trucs et on se dit, ok, pourquoi pas, voilà. Je peux pas vous en dire plus. C'est un dernier tome, ce serait complètement vous spoiler que de vous raconter l'histoire, ne serait-ce que l'histoire du dernier tome. Mais en gros, pour le pitch, on va dire, de base, c'est vraiment en fait une famille qui va commencer à découvrir des clés qui permettent de faire certaines choses très spécifiques en fonction de la clé utilisée. Ça peut aller par exemple de la clé de tête, par exemple, qui vous permet de vous ouvrir le crâne et de vous enlever certaines idées, certains souvenirs que vous ne voulez plus conserver, ou certaines émotions en fait. C'est juste un exemple où vous pouvez avoir une clé qui vous permet de devenir un géant ou de vous donner des ailes. Enfin voilà, c'est absolument génial. Et se mêle à tout ça des histoires de famille avec un père qui a connu certaines choses à son époque, qui a peut-être même un rapport très profond avec les clés, et voilà. Je sais pas comment vous vendre plus ce truc à part vous dire que c'est génial et qu'il faut à tout prix le lire, sauf si vous aimez pas quand il y a du sang, là passez votre chemin, c'est pas fait du tout pour vous, c'est quand même pour un public je pense un petit peu averti, non c'est même carrément pour un public averti, mais voilà, je vous le conseille si vous êtes la cible de cette histoire. Voilà, cette vidéo est terminée. Alors comme vous avez pu le constater, j'ai vraiment fait de très belles lectures, mais c'est souvent le cas en fait pour le Cold Winter Challenge. Maintenant ça fait des années que je le fais et à chaque fois c'est une très bonne expérience. Et maintenant du coup je suis assez curieuse de savoir si vous avez participé à ce challenge, si vous l'avez réussi ou non, si vous avez validé quelques menus, si vous avez fait de belles lectures. Vraiment je trouve ça hyper intéressant, c'est un petit peu comme le groupe Facebook à quelque part, c'est bien parce que du coup ça nous permet aussi chacun de préparer le Cold Winter Challenge de l'année d'après, voilà. On se fait des listes pas possibles, puis au final, bon, on lit jamais tout, mais c'est pas grave, je trouve ça hyper intéressant. Et voilà, normalement, je reviendrai d'ici quelques semaines pour un autre point lecture avec certaines lectures qui ont pu s'effectuer durant cette période-là, mais qui n'entraient pas dans le challenge. Donc voilà, je vous attends avec beaucoup d'impatience, comme d'habitude, vraiment, c'est toujours un plaisir de voir vos commentaires, de vous répondre, c'est juste génial. Et sur ce, je vous souhaite de faire de très belles lectures, je vous fais plein de gros bisous, et à plus, ciao!